Donc, personnalisation d'un accompagnement sur la thématique de la douleur, de l'autodiagnostic à la pérennisation des actions de prévention. Donc, bonjour à tous, merci d'être venus dans l'atelier. Yann Hockmer, j'ai une double casquette, coordinateur régional des ESPREV et coordinateur de l'ESPREV Lille Agglomération. Je suis enseignant en activité physique adaptée de métier et du coup je suis accompagné. Bonjour à tous, moi c'est Céline, je suis infirmière coordinatrice en EHPAD. Bonjour à tous, Audrey Rotinck, infirmière en gérontologie au sein du CCAS de Lille depuis 14 ans. Et Justine Gouy, je suis ergothérapeute à l'ESPREV Lille Agglo. Donc je remercie vivement les EHPAD du CCAS de Lille, avec Audrey et Céline qui sont venues nous accompagner aujourd'hui pour pouvoir vous présenter un retour d'expérience. On parle beaucoup de prévention depuis ce matin. Là, on va rentrer un petit peu dans le concret pour vous présenter un retour sur la thématique de la douleur, de ce qu'on a pu mettre en œuvre avec un EHPAD qu'on accompagne. Très rapidement, mais ça n'a pas forcément été fait ce matin, alors on se permet de le faire sur la présentation des ESPREV. Donc pour rappel, c'est l'ARS, l'Agence régionale Hauts-de-France, qui met ses équipes à disposition des EHPAD. Donc 13 équipes pour couvrir l'ensemble de la région Hauts-de-France. Et avec 2 missions principales, on a beaucoup échangé ce matin, d'accompagner les équipes dans la mise en place d'actions de prévention. Concrètement, c'est quoi? On va essayer d'en échanger pendant cet atelier et soutenir le rôle du médecin co. Du coup, on l'a vu ce matin dans cette mission de prévention. Au niveau de notre équipe, alors les ESPREV sont composés principalement des mêmes professionnels. Nous, au niveau de notre équipe... du coup, nous avons une diététicienne qui est ici parmi nous, Clara. Nous avons Yann qui est coordinateur, mais aussi APA, et Alan qui est également APA. Moi-même en tant qu'ergothérapeute, et nous avons un temps de secrétariat que nous partageons avec l'équipe mobile de soins palliatifs qui est dans les mêmes locaux que nous. Au niveau du territoire de l'ESPREV Lille Agglo, donc on a 44 EHPAD sur l'ensemble de notre territoire qui correspond au territoire de la Maya Lille Agglo, donc qui s'étend de Quesnoy-sur-Deûle, tout au nord, jusqu'à la Bassée. Ça comprend également Lille en lui-même, notamment les 6 EHPAD du CCAS. Donc ça fait quand même 44 EHPAD sur un territoire qui est quand même moins vaste, mais plus dense que les autres ESPREV. Alors moi je vais vous présenter du coup l'EHPAD du CCAS de Lille. C'est un EHPAD qui comprend 155 lits répartis sur 6 résidences, chacune dans différents quartiers de Lille, avec une capacité d'accueil de 24 à 32 résidents par résidence. Nous avons donc un directeur qui n'est pas sur site, mais qui est représenté par 3 cadres gestionnaires pour 6 résidences. 2 infirmières par résidence qui travaillent en binôme de structure afin d'assurer la permanence des soins. Nous n'avons pas actuellement d'infirmières de nuit. L'amplitude horaire des infirmières est de 6h55 à 19h25 sur 2 postes, un poste matin, un poste après-midi et un poste avec horaire coupé le week-end. En fonction des temps de repos de chacune, des congés, etc., il est possible qu'il y ait une absence d'infirmière sur un site, soit le matin, soit l'après-midi. Le matin, nous travaillons avec des aides-soignants, des AVS, 4 en tout le matin, 3 l'après-midi et 2 la nuit. Nous avons un pôle médico-social qui comprend un médecin coordonnateur, un IDEC, une ergothérapeute, un psychologue, tout à temps plein. Et nous travaillons en transversal sur les 6 sites, avec à peu près 55 médecins libéraux, d'où l'importance de la coordination en vue de l'harmonisation de nos pratiques. Donc le rôle des infirmières est vraiment primordial au niveau des sites. Cela permet de faire le relais du pôle SMS pour l'harmonisation de nos pratiques au sein de nos équipes et aussi un relais au niveau des médecins traitants. Comme on l'a dit, on travaille avec beaucoup de médecins libéraux. Donc ça nécessite de la part des infirmières une grande autonomie et une implication et une certaine expertise gériatrique.
On a également l'importance du rôle des aides-soignants, avec beaucoup de responsabilités en notre absence, en l'absence des infirmières, pardon. Du coup, au niveau de l'accompagnement ESPREV, on est déjà sur une particularité pour cette EHPAD-ci. Nous, il est identifié comme 6 sites, comme 6 EHPAD différents. Mais du coup, ça a été une vraie réflexion avec l'établissement sur quel accompagnement pouvoir proposer, en multipliant du coup à chaque fois nos interventions sur les 6 sites et quelle harmonisation on pouvait engendrer derrière. Donc pour faire un petit récap sur la mise en place de la collaboration, dans un premier temps, nous, on a été mis en route en février 2020. C'était un des premiers EHPAD qu'on a accompagné puisqu'on a présenté l'ESPREV en septembre 2020. Et après, du coup, vous connaissez la démarche. Après, c'est un remplissage de l'autodiagnostic par l'EHPAD. Alors là-dessus, je me fais le porte-parole du docteur Lemaire, médecin co de la structure, qui malheureusement n'a pas pu être présent. Et on a du coup fait une réunion sur l'autodiagnostic. On a relevé avec elle les points et comment ça a été mené en interne. Finalement, ça a été mené en équipe pluridisciplinaire avec les IDE sur les différentes structures. Et nous, de notre côté, on voulait savoir si c'était facile, compliqué, long ou pas de remplir l'autodiagnostic. Donc long, oui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un document qui est récapitulatif chacune des thématiques où on pose des questions un petit peu sur l'établissement, sur sa politique de prévention en interne qui donne une image à un instant T. Et alors, la remarque qu'elle nous a fait, c'est quelquefois sur l'autodiagnostic, on répond, mais on ne sait pas forcément quelles actions ça peut engendrer derrière. En effet, c'était l'un des premiers accompagnements, donc on n'avait pas forcément de retour spécifique au début sur l'accompagnement, donc c'était pas un challenge ni un défi, mais Une expérience. Une expérience, et puis sans forcément avoir de retour d'expérience pour l'établissement. On a du coup fait notre réunion de retour avec directeur, MEDCO, IDEC, IDE et responsable du pôle usager. C'est vrai que pour nous, c'est essentiel d'avoir ce trinôme-là, au moins à minima directeur, MEDCO et IDEC, concernant le retour d'autodiagnostic. On a du coup identifié une thématique qui est celle de la douleur, un bilan intermédiaire pour faire le point sur les actions, et enfin un bilan final des actions en mai 2024. Donc on en parlait ce matin, mais oui, la prévention, ça prend du temps. Et donc là, l'idée, c'est de vous présenter le retour quand on a quasi fini le plan d'action. Alors c'est écrit en petit, mais je vais en nommer quelques-uns. Donc là, vous avez un exemple des plans d'action qu'on propose et avec lesquels on se met d'accord avec les établissements. Donc il y en a pas mal. Hein. Au final, on a déterminé 12 objectifs sur la thématique de la douleur. Alors en objectif 2, par exemple, c'est un objectif sur lequel on va revenir. Nommer des référents douleurs, donc 3 IDE et 6 AS. On y revient après, mais on a eu cette volonté-là de pouvoir nommer des référents pour avoir des relais au niveau de l'ESPREV et au niveau des différents sites. En objectif 3, donc on est sur différentes strates. J'ai envie de dire, on a organisé des réunions trimestrielles avec les référents douleurs. Donc là, c'est l'établissement en interne qui a mis en place un copil, notamment. Et vous voyez, à chaque fois, on détermine si c'est l'EHPAD, c'est les cases de droite, si c'est l'EHPAD ou l'ESPREV qui réalise les actions ou si on les réalise en partenariat. Ce qui permet à la suite du retour d'autodiagnostic de savoir tout de suite qui fait quoi et quel objectif est amené par qui. On a la mise à jour du protocole douleur, on a le lien avec les partenaires, le lien avec les équipes mobiles de soins PAL, par exemple. On a du lien notamment sur les outils, d'évoluer le document sur les PAP lors de la visite de préadmission et intégrer un volet de prévention, par exemple, au projet d'établissement. Alors, on en parlait ce matin sur le calendrier. C'était Dr Albrecht et Dr Walrat qui précisaient là-dessus. Nous, de notre côté, on a 44 EHPAD à accompagner, sur 44 plans d'action comme on l'a vu, d'où la nécessité de se doter d'outils connus et reconnus. Du coup, on a un Gantt, un rétro-planning pour chaque établissement qui est donné. Ça, la gestion de projet, c'est à charge de l'ESPREV. Et donc, du coup, on met à disposition cet outil-là. Et je ne sais pas si en interne, cet outil vous est utile ou pas, ou si vous le suivez
Effectivement, ça peut paraître un peu long et puis peut-être un petit peu strict, mais au contraire, ça a structuré notre travail. Ça nous a donné des repères et des deadlines pour avancer sur les différentes actions. Est-ce que quelqu'un aurait pris par inadvertance le livret EPADOL qui était sur le stand Esprem, pensant peut-être qu'il était à disposition, en fait, pas du tout, et du coup, on ne le retrouve pas. Ah. Personne ne l'aurait. Désolé. Donc effectivement, ça nous permet d'avoir une certaine temporalité, identifier le qui fait quoi. Après, bien sûr, on réajuste les temporalités au fur et à mesure, suite aux intrusions informatiques, par exemple, qu'il peut avoir. Du coup, on arrive sur l'objectif qu'on va détailler, sur nommer des référents. Comment ça a été mené ? Donc nous, au début, notre EHPAD avait choisi de former 3 infirmières et 6 aides-soignants. Avec du recul, on a été plutôt sur une décision de former 6 infirmières et 6 aides-soignants. Donc une infirmière et une aide-soignante par structure, afin de déployer au mieux notre protocole sur le terrain. Le choix des référents a été fait sur la base du volontariat. Ensuite, concernant la fiche de poste, donc en réunion COPIL, nous avons travaillé avec Esprev sur la réflexion de qu'est-ce qu'un référent, sur forme de jeu, donc avec des post-it. Au fait, tout le monde avait mis des mots-clés. Et cela nous a permis ensuite d'élaborer notre fiche de poste, que vous voyez juste affichée derrière nous, avec les plus grandes déclinaisons, les plus grandes missions du référent. Donc. C'est ça, en fait, nous, on a souvent pour objectif de définir des référents. Alors, on sait que ça prend du temps et on a l'idée aussi de définir une fiche de mission. Aujourd'hui, il y a beaucoup de référents en EHPAD, mais finalement, quelles sont les missions spécifiques qui me sont attribuées, à quoi je sers, etc. Et ça permet d'identifier ça et de construire ensemble avec les référents cet outil-là et de valoriser aussi toutes les actions finalement qui sont mises en œuvre en plus des tâches quotidiennes. Et finalement, qu'est-ce que c'est être un référent au quotidien au CCAS ? Donc le rôle de référent est vraiment très important. Ça permet surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'harmoniser nos pratiques, puisqu'on a différentes structures, donc différents sites, de former également les nouveaux professionnels, car on a un turnover assez important, de mettre à jour nos connaissances, mais c'est surtout de permettre d'accompagner nos équipes sur le terrain au quotidien et surtout de les sensibiliser. Le référent douleur ne substitue pas à la prise en soin qui est déjà mise en place, mais on intervient dans la volonté de l'amélioration continue au niveau de la prise en soin. C'est ça, souvent la difficulté qu'on a avec les établissements quand on évoque le référent, c'est la mise en place. Et quelquefois, ils nous disent « Ah ouais, mais si on a un référent, les autres soignants, ils vont nous dire je ne me charge plus de cette thématique-là ». D'où l'intérêt de créer cette fiche de poste et de pouvoir échanger sur les missions précises. On est vraiment dans une amélioration continue de la qualité. C'est une démarche en plus de ce qui est déjà mis en place. On avait du coup, l'autodiagnostic a permis aussi de mettre en évidence la nécessité de réactualiser le protocole conduite à tenir douleur. Comment ça a été mis en œuvre au sein de l'EHPAD ? Alors, on a donc créé un COPIL douleur avec les référents infirmiers et soignantes, comme l'expliquait Audrey. On est parti du protocole qui existait déjà, le protocole douleur, mais qui était assez ancien. On l'a réévalué avec le médecin coordonnateur. On a travaillé avec Esprev pour sélectionner ensemble avec les référents des échelles qui leur parlaient. On a intégré ces échelles dans notre logiciel de soins, celles qui n'y étaient pas. Esprev nous a mis à disposition des outils comme le Tilt par exemple. Et on a travaillé aussi avec notre ergothérapeute pour tout ce qui est positionnement, installation du résident pour éviter la douleur. Et finalement, on a pu faire relire et valider ce protocole par le médecin régional qui travaille avec Esprev. Et Audrey, d'un point de vue soignant, comment ça a été vécu cette mise à jour du protocole ? Donc au début, le protocole, ça peut faire peur, parce que ça représente beaucoup de pages, mais le fait d'impliquer directement tous les professionnels, on se sent impliqué et donc ça facilite la mise en place sur le terrain. En fait.
C'est vrai que je me rappelle des réunions de travail. C'est pour ça aussi qu'on réalise le retour d'expérience aujourd'hui. Ça a été des réunions de travail vraiment pratico-pratiques, réalisées par l'ensemble des professionnels. L'ergo a intervenu sur des annexes sur le positionnement des résidents. Et du coup, on a vraiment une trame de protocole classique, mais avec des annexes pratico-pratiques pour les équipes, vraiment en ressources, et de pouvoir l'avoir créé avec eux, d'identifier leurs besoins aussi en termes de protocole. Donc, on parlait tout à l'heure des outils qui ont été mis à disposition du CCAS. Ici, on a 2 exemples. Par exemple, on parlait du TILT, donc TILTT, qui signifie type, intensité, localisation, temps et traitement. Et en fait, c'est une aide à la traçabilité de la douleur. Donc, c'est une aide à écrire une transmission pour éviter le fameux douleur +++, qui nous apprend rien du tout finalement. Donc, ce qui permet d'être plus précis dans ces transmissions et plus précis dans le suivi de la douleur, son traitement et sa réévaluation. Donc, c'est une fiche qui a été créée par l'équipe mobile de soins palliatifs avec qui on partage nos bureaux. Donc, nous avons le même porteur. C'est là aussi où c'est très intéressant d'utiliser des outils qui existent déjà et qu'on partage au niveau du porteur et qui sont validés au niveau du service qualité. Comme ça, nous, on ne perd pas de temps non plus à créer des choses qui sont déjà existantes, qui sont validées par les médecins et qui permettent de gagner du temps au niveau et qui va être partagée. Cette fiche-là, si je ne me trompe pas, elle est affichée au niveau des salles de soins dans le CCAS pour aider au moment des transmissions écrites. Cette deuxième fiche, c'est également un outil qu'on partage avec l'équipe mobile de soins palliatifs. C'est la fiche « Je fais la toilette » ou le soin. Et en fait, c'est un petit récapitulatif des délais d'action et des durées d'action, des principaux traitements antalgiques qu'on peut avoir en EHPAD pour pouvoir programmer au mieux les soins, pour pouvoir respecter le délai d'action, pas faire la toilette trop tôt s'il y a une prémédication, et en même temps pas trop tard non plus, et pouvoir se coordonner le plus facilement possible autour du résident pour le meilleur confort du résident, notamment pour les douleurs induites par le soin. Donc cette fiche est plutôt spécifique dans un contexte de soins palliatifs, mais elle peut être aussi appliquée avec des résidents qui ne sont pas dans un contexte de soins palliatifs, puisque les délais et les durées d'action sont les mêmes, puisque c'est les mêmes molécules. C'est ça, quand on parlait tout à l'heure de partenariat avec le territoire, l'équipe mobile de soins PAL était là bien avant nous et intervenait déjà régulièrement. Il y avait déjà un partenariat fort avec les CCAS. Donc à nous de les contacter, de les prévenir du plan d'action qu'on a avec eux. Et du coup, ça nous a permis d'échanger sur les outils qu'ils utilisaient et de valoriser dans ce protocole qui se veut très, très général avec l'ensemble des partenaires. On avait aussi recensé les consultations douleurs du territoire. Et d'utiliser du coup et de valoriser les outils existants et qui fonctionnent au sein de l'établissement. Donc là, c'est un autre exemple d'une action qu'on a menée avec le CCAS. Donc c'est un arbre décisionnel qui est adapté en fonction des échelles qui ont été sélectionnées par les référents et le copier de douleur dans l'établissement et qui permet d'avoir une traçabilité, un meilleur chemin de pensée pour décider quelle évaluation utiliser auprès du résident en fonction de ses caractéristiques. Donc ça peut paraître un petit peu barbare comme ça de loin, mais en vrai, le code couleur reprend clairement à quel type de professionnel est destiné quelle évaluation et il y a eu vraiment une sélection du nombre d'échelles parce qu'on se rend compte sur le terrain que plus il y a d'évaluations qui sont à disposition, moins elles sont utilisées. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir réévaluer avec la même échelle pour avoir une traçabilité de l'efficacité des traitements qui ont éventuellement été mis en place, que ce soit des traitements médicamenteux ou non médicamenteux. Donc, si on n'a pas de réévaluation, on ne peut pas savoir quel impact on a eu sur la douleur du résident. Il y avait une échelle, je pense, la DN4, qui n'était pas forcément utilisée en amont et du coup qui a pu être présentée plus largement auprès des équipes pour avoir une utilisation optimale et dans les bons contextes. Est-ce que cet arbre décisionnel est utile au quotidien dans les équipes ? Donc oui, bien évidemment, on utilise tous les outils qui ont été mis à notre disposition. On les a affichés, comme a dit Justine tout à l'heure, en salle de transmission, mais on les a également mis sur nos chariots de nursing aux étages, en plus du classeur du protocole, car on sait très bien que les classeurs sont peu ouverts.
Et le fait que ça soit plus accessible aux soignants, ça facilite la mise en place. Cela aide les soignants dans leur pratique au quotidien, car malgré tout, ça reste une conduite de changement et il faut accepter que ça prenne du temps. Avoir les outils à disposition favorise la mise en place. C'est ça, pour vous donner l'historique un peu de la construction de cet arbre décisionnel, de cet outil. Ça a été du coup une présentation de toutes les échelles qui existent au niveau de la douleur avec le copil douleur, donc avec l'ensemble des 6 référents, des 6 IDE, et de faire le point un peu sur ce qui était existé, ce qui est trop compliqué. Aujourd'hui, il en existe beaucoup d'échelles d'évaluation de la douleur, et lorsqu'il y en a trop, on s'y perd un petit peu au sein des structures, et de pouvoir identifier avec les problématiques internes celles qui pensaient qui seraient le plus utilisées, et d'aboutir du coup à cet arbre décisionnel-là, personnalisé vraiment à la structure. Mais ça reste un sujet hein, dans tous nos accompagnements. L'utilisation et l'autonomisation d'une douleur, j'utilise une échelle, ça reste un sujet qui reste encore à mettre en place dans beaucoup d'établissements. Alors, on a vu que ce protocole avait été revu par l'établissement, mais comment le diffuser? Parce que, comme on expliquait tout à l'heure, un protocole, souvent, ça reste dans un classeur et personne ne le lit. Donc, à ce moment-là, ça sert strictement à rien. Donc, le but, c'était de pouvoir rendre ludique et de pouvoir appliquer et de montrer l'utilité du protocole dans les situations du quotidien. C'est de rendre le protocole utile comme une ressource. Donc, comment diffuser ce protocole? Avec les référents en partenariat, qui eux aussi au quotidien peuvent faire des rappels au niveau du protocole et le faire diffuser auprès de leurs équipes, mais aussi avec des outils et avec des mises en situation. Par exemple, ici, on a le jeu Game Algo, qui est également un jeu qui a été développé par l'équipe mobile de soins palliatifs et qui reprend les 3 dimensions de l'évaluation de la douleur, donc évaluation, traçabilité, réévaluation et traitement. Donc vraiment avec des petites cartes de situation, donc là on en a cité 2. Nous, de notre côté, au niveau de la diffusion, on n'a pas utilisé le jeu tel quel. Par contre, on a sélectionné quelques cartes qui pouvaient correspondre à des situations pour appliquer au mieux le protocole. Et lors des transmissions, on est venu faire la diffusion de ce protocole en marge des transmissions, 2 fois sur chaque site, donc 12 fois, et pour faire des petites mises en situation et pouvoir reprendre l'arbre décisionnel et le protocole et montrer que voilà, les cartes situations qui sont dans le jeu Game Algo, ça peut très bien être des résidents, c'est des situations qui peuvent très bien se rencontrer dans l'EHPAD, et bien à ce moment-là, pour du faux, comment je fais, quelle échelle je sélectionne et comment je transmets l'information. Quel est le chemin de la prise en charge de la douleur par rapport à ces situations-là. C'est ça, une fois la mise à jour du protocole réalisée, ok, on a fait un super boulot avec les référents qui se veulent pratico-pratique. Maintenant qu'on a identifié tout ça, tous ces outils, comment maintenant on va les diffuser finalement auprès des équipes? Donc là-dessus, on a eu une réflexion au cours d'un groupe de travail où on a réfléchi sur l'utilisation de quiz, l'utilisation de jeux, l'utilisation de WooClap, de Kahoot, etc., comme on voit beaucoup maintenant, et laquelle s'apparenterait le mieux aux équipes qui ont pour la diffusion. Donc, vas-y. Excuse-moi. Pour la diffusion du protocole, du coup, on a repris la méthode qu'on avait vue ensemble avec Esprev sous la forme de jeux de cartes par les référents sur chaque site. Ça permet de balayer l'ensemble du protocole avec les annexes. La méthodologie nous paraissait beaucoup plus ludique et interactive avec le personnel. Ensuite, on a poursuivi les rencontres copiles qu'on fait tous les 3 mois. Là, on se réunit pour créer de nouvelles situations, pour éviter qu'on rentre dans une certaine routine et que tout le monde connaisse les cas cliniques. Donc, on en crée de nouveaux à chaque fois. Et surtout aussi pour sensibiliser les référents avec le turnover qu'on peut avoir. Donc, les référents accompagnent au quotidien les soignants sur le terrain. C'est très, très important. C'est ça, et c'est pourquoi aussi on voulait présenter le travail d'aujourd'hui, c'est pour valoriser aussi ce qui a été mené. Finalement, nous, on est arrivé avec une idée, une proposition qu'on a construite ensemble, et l'EHPAD s'est tout de suite saisi de cette idée-là. Et aujourd'hui, ils sont autonomes dans la diffusion. Nous, on n'intervient plus du tout, et pourtant, les situations continuent d'évoluer, et les diffusions continuent à se faire sur cette même méthode, mais complètement en interne. Pour reprendre un anglicisme, comme on aime trop souvent, on est sur la démarche du coup train the trainer, entraîner pour pouvoir réaliser ce.
On arrive du coup sur les médecins traitants. On l'a vu, la particularité d'avoir 6 sites et 55 médecins traitants. Pour reprendre un petit peu la démarche, on a créé un super outil, on a identifié un outil pratique et le protocole. On l'a maintenant diffusé aux équipes, donc on continue la démarche d'évaluation et de prise en soin de la douleur. Maintenant qu'on a identifié, évalué le résident douloureux, la main passe un petit peu maintenant aux médecins traitants. Et du coup, comment informer les médecins traitants de cette mise à jour de protocole et de ces outils-là ? Alors, du coup, une information a été faite en commission de coordination gériatrique par le médecin coordonnateur. Malheureusement, les 55 médecins n'étaient pas là. Du coup, se pose la question de comment faire pour les informer concrètement au quotidien. On est en train d'imaginer, c'est en cours de construction, un livret d'accueil accessible aux nouveaux médecins traitants où on viendrait, alors peut-être pas intégrer l'ensemble du protocole, mais peut-être les échelles utilisées par les agents, les annexes importantes. Voilà. Et puis il y a une communication en commission gériatrique aussi qui avait été réalisée. Oui, c'est ça. Forcément. Oui, par le médecin coordonnateur, oui. J'en ai parlé, donc je passe rapidement le lien avec l'équipe mobile de soins PAL. Et tout comme nous, ils réalisent aussi des formations inter-EHPAD. Donc ça a été sur la thématique des soins palliatifs, donc le moment de pouvoir collaborer et diffuser là-dessus. Et on leur a aussi communiqué les outils en commun et les échelles sélectionnées, les échelles qu'on a sélectionnées avec l'établissement dans l'évaluation de la douleur pour qu'ils puissent utiliser du coup aussi les mêmes échelles en interne. Alors sur notre territoire, on ne l'a peut-être pas précisé, mais sur le territoire de l'équipe Lille-Agglo, on collabore avec 3 équipes mobiles de soins palliatifs. On a du coup aussi l'évolution d'autres outils sur d'autres stades, notamment l'évolution des documents en visite de préadmission et lors des PAP. Qu'est-ce qui a changé du coup à la suite de cet accompagnement ? Systématiquement, on évalue la douleur lors de la visite de préadmission du futur résident et on indique aussi dans nos notes de préadmission, principalement le MEDCO, quelle échelle serait la plus intéressante à utiliser, la plus appropriée si le résident est amené à entrer en EHPAD. Concernant les PAP, nous avons ajouté cette évaluation dans notre trame de projet d'accompagnement personnalisé au niveau du bilan infirmier qu'on effectue du coup lors de cette mise à jour du projet d'accompagnement. C'est ça, et dès l'entrée maintenant, du coup, il y a une échelle spécifique qui est identifiée. On parlait tout à l'heure de la multiplicité des échelles et de pouvoir discuter avec un langage commun. Il existe l'Algo+, le VS, mais finalement, ça nous donne à chaque fois des scores, mais on n'a pas de comparaison entre le score Intel. Donc, si on a évalué à l'entrée la douleur du résident avec une Algo+, et qu'on la réévalue avec une Dolo+, ou une VS, finalement, on n'a pas d'élément de comparaison. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est le score avant-après. Donc, pouvoir identifier tout de suite l'échelle et la diffuser aux équipes, c'est ce qui a été mené. Et ensuite... Donc maintenant, on poursuit toujours nos actions en interne. On continue de faire vivre le protocole en développant toujours des nouvelles situations, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant les rencontres COPIL, qu'on maintient aussi tous les 3 mois. On fait également des sensibilisations au niveau des transmissions. On fait des points douleur, des transmissions douleur. On continue la diffusion des échelles mensuellement, car il faut dire et redire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a besoin de répétition pour que les pratiques changent. Au niveau des rencontres du COPIL, est-ce que vous nous en direz un petit peu plus sur la fréquence et le contenu qu'il peut y avoir du coup sur la thématique de la douleur ? Donc la fréquence, c'est tous les 3 mois. On réunit les référents, le pôle SMS, l'ensemble des participants au protocole douleur. C'est surtout organisationnel. On refait un point sur la diffusion, où est-ce qu'on en est actuellement sur le protocole douleur. Et on crée de nouvelles situations, comme je l'ai dit juste avant, pour ne pas être dans une routine. Au niveau de l'ESPREV, du coup, au niveau de l'accompagnement, nous, on est à la fin de l'accompagnement concernant la thématique de la chute. Mais l'idée, du coup, c'est de réévaluer l'autodiagnostic et de pouvoir identifier une nouvelle thématique. Donc là, ça serait principalement la thématique de la chute. On arrive, du coup, au bilan de cet accompagnement.
Alors, les points positifs pour l'EHPAD, l'ESPREV nous a permis de garder le fil rouge tout en étant très flexible. Ils se sont vraiment adaptés à notre organisation et à nos contraintes. On a fait régulièrement des points d'étape pour savoir où on en était. Et puis, ce qui a été fortement apprécié aussi, c'est la mise à disposition d'outils qu'on n'avait pas auparavant, et puis leur pédagogie aussi. Les points un peu plus négatifs pour nous, c'est que ça a été assez long au final à mettre en place, du fait aussi principalement du multisite. Et puis, pour les équipes, le fait de changer un petit peu les habitudes de travail. Et puis, cette sensation aussi, du coup, comme le disait Audrey, d'éternelle répétition pour essayer de faire appliquer ce protocole. Le docteur Lemaire participait avec nous aux réunions de préparation. Et elle échangeait en rigolant, si on devait faire ça à chaque protocole, on n'aurait pas fini. Et c'est vrai que ça nécessite quand même l'implication là, de l'IDE, de l'ergo, de la mise en place de référents, etc. Mais finalement, avec un impact qui est quand même beaucoup plus important. Et d'un point de vue du référent. Donc l'accompagnement d'ESPREV a été très important et bénéfique dans notre mise à jour de notre protocole douleur. Le suivi et les méthodes pédagogiques adaptées à nos attentes, cela nous a permis de reprendre justement cette méthodologie de travail pour poursuivre notre diffusion. Cela peut être perçu comme une charge supplémentaire au niveau du travail, mais en réalité, cela permet de monter en compétences. Cela demande une certaine motivation et surtout une implication de la part des référents pour faire vivre ce protocole douleur. Et encore merci à ESPREV pour l'accompagnement. Merci. D'un point de vue l'ESPREV, la particularité, comme j'ai dit, c'est le multisite. Donc on a dû multiplier à chaque fois nos actions sur les 6 EHPAD, mais avec des réunions communes, du coup, comme on l'a dit, pour pouvoir harmoniser et diffuser les pratiques. Après, nous, ce qui nous a marqué, c'est la pluridisciplinarité. À chacune de nos réunions, il y avait généralement IDE, AS, Medco, Ergo, et ça nous a permis vraiment d'avoir un plan d'action très large. Le dynamisme aussi et l'implication. Moi, je vois souvent l'ESPREV comme une petite étincelle, finalement, et comme une équipe qui dégage du temps. Mais finalement, on a juste été là en appui à remettre un rétro-planning, etc. Et tout s'est dégoupillé en interne. Et aujourd'hui, vous êtes autonome sur les diffusions, sur la sensibilisation auprès des équipes et sur plein de choses. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on a de pouvoir autonomiser sur certaines thématiques. J'en profite, à l'époque, il n'existait pas au début de l'accompagnement, mais depuis les ESPREV, force de ces accompagnements-ci, par exemple, ont développé l'EHPAD Doll, on vous en parlait ce matin, donc qui est téléchargeable depuis le GHLH, n'hésitez pas à vous en saisir. Et finalement, ça va reprendre pas mal de documents qu'on vous a présentés. On va y retrouver dedans le tilt, on va retrouver une fiche de mission référent. Alors nous, on vous invite toujours à la personnaliser et à l'identifier avec les EHPAD. On y retrouve pareil un arbre décisionnel qu'on vous invite aussi à personnaliser en fonction de la structure, mais ça vous donne vraiment un point de départ. Des fois, on ne sait pas par où vous démarrer. Et là, ça vous donne vraiment un point de base, et c'est des outils qui sont validés. Une fiche de référent, un livret de douleur, et aussi des petits quiz. Donc ça a été créé par les ESPREV et d'autres partenaires. Des quiz que vous retrouvez de sensibilisation flash sur la thématique de la douleur. On voulait se garder un petit peu de temps pour échanger avec vous. Alors déjà, est-ce que vous avez des questions avant de pouvoir enchaîner sur nos questions qu'on a à vous? Comme on est en visio, je dois faire passer le micro. En courant. Quelle bonjour, moi j'avais juste une petite question un peu pratico-pratique. C'est est-ce que au niveau justement de la prise en soin de la douleur, est-ce que vous avez noté une diminution de la prise dentalgique, une meilleure anticipation, diminution de morphinique ou des choses comme ça? Au niveau du protocole, est-ce que vous avez vu une amélioration dans la prise en soin et une diminution des consommations peut-être?
Comme disait Audrey tout à l'heure, on a monté quand même en compétence aussi les agents, les aides-soignants, les auxiliaires de vie qui s'impliquent. On sent vraiment une implication vraiment de la part des agents, plus qu'avant. On n'a pas encore assez de recul pour évaluer, je pense, hein, s'il y a moins de... C'était ça votre question, de prise dentalgique. Mais on note quand même... beaucoup plus de transmission sur la douleur, des tilts qui se font quand même plus régulièrement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je me permets d'ouvrir le débat, du coup. On a discuté tout à l'heure des médecins traitants. Vous, dans vos établissements, est-ce que vous avez des outils, des idées, des choses que vous mettez en place, notamment pour la diffusion de ces protocoles-là? Dedans, on y retrouve les échelles qui sont utilisées pour pouvoir bien prévenir les médecins traitants de l'échelle utilisée. Parce que j'imagine que vous avez forcément cette difficulté de diffusion de protocoles et de participation en CCG. Est-ce qu'il y a eu des initiatives que vous avez pu mettre en place dans la diffusion de ces protocoles-là auprès des médecins traitants des établissements? Sur la douleur ou sur une autre thématique éventuellement. Ouais, tout à fait. Vous parlez pas avec les médecins traitants. C'est toujours compliqué avec les médecins traitants. Dans les commissions de coordination gériatrique, on essaye toujours d'en organiser, mais bon, il n'y a jamais personne qui vient ou tellement peu que c'est décourageant en fait. Moi, j'essaye quand j'ai des recours à lui faire passer, parce que j'en ai essentiellement un, moi, qui intervient, mais avec qui j'ai quand même des gros soucis de communication, parce que déjà il est roumain et donc il ne maîtrise pas toujours très bien le français. Je lui imprime et puis je lui mets dans sa pochette. Bonjour à tous. Moi, je suis jeune diplômée infirmière et en fait, voilà, j'ai une question en même temps qui pourrait être une solution. Je me posais la question dans l'EHPAD où je suis actuellement depuis un mois. En gros, il y a des personnes âgées, j'ai l'impression de distribuer des fois des Dafalgan ou des Doliprane comme des bonbons en fait. Et je me dis, il n'y a même pas pour certaines prescriptions si besoin. Donc je me suis posé la question, c'est savoir déjà avec les médecins, justement les médecins traitants, de savoir déjà est-ce que c'est possible de mettre en si besoin tous les Doliprane, parce qu'il y en a, ils n'en ont pas du tout en systématique. Et en fait, après, justement, voir ces protocoles pour de pouvoir ou non administrer les antalgiques, mieux adaptés. Je ne sais pas si vous procédez comme ça, si éventuellement les antalgiques sont prescrits en si besoin et que c'est vous qui adaptez avec vos protocoles ou... Oui, bien sûr. En général, on demande en première intention de les mettre en si besoin pour éviter le maximum de traitements, justement, parce que souvent la personne âgée a beaucoup de cachets et diminuer les traitements, ça peut être bénéfique pour eux. Donc, en général, on met en si besoin en première intention et après, grâce aux outils d'évaluation, on réévalue la douleur et là, on réinterpelle le médecin si besoin pour... adapter le traitement, peut-être le passer en systématique ou voir carrément changer le traitement, c'est possible également. Peut-être que le si besoin, il peut être précisé. Le si besoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on refait une évaluation, ne serait-ce qu'une échelle verbale, par exemple. Et puis, si la personne, elle n'est pas confortable, ça veut dire que on établit peut-être une fenêtre. Parce que le si besoin dans les textes, ça passe pas après. C'est vrai. Non, je suis tout à fait d'accord. J'en ai appris ça aussi quand j'ai fait ma formation sur la douleur, à savoir que le si besoin n'était pas forcément toujours adapté selon la douleur qui était concernée. Voilà. Peut-être que le si besoin, moi ça me laisse un peu perplexe le si besoin. Ouais, après si besoin, si douleur nociceptive, neuropathique. Oui. Donc finalement, on retourne dans une évaluation. Il faut toujours évaluer. Voilà. Globalement, on n'évalue pas assez. Enfin, je pense. Et on donne en systématique. Moi, en fait, j'ai l'impression vraiment pendant ce mois, ça fait un mois que j'ai pris une première prise de poste, des fois, les résidents, ils les demandent systématiquement. Par automatisme. Ah oui, des fois, par automatisme. C'est pas mon but en soi. Je suis venue justement dans ce contexte-là de savoir comment pouvoir faire pour adapter un protocole et que, pareil, des fois, j'ai pas de prescription, je le donne quand même parce que je vais avec la personne dans la douleur, mais au final, c'est pas correct.
je me permets un Vous petit... avez plus d'évaluation, potentiellement, vous avez plus de traitement. Oui, tout à fait. On peut en parler ce matin. L'addiction, ça reste une thématique et la personne âgée, effectivement, qui est très en demande sur ces thérapeutiques-là. Et donc, ça a été évoqué, effectivement, les interventions non médicamenteuses. Alors, ça n'a pas été réalisé dans cette EHPAD-ci, mais on réalise l'accompagnement dans d'autres EHPAD où les ESPREV aident et valorisent à identifier, du coup, les interventions non médicamenteuses qui sont réalisées en interne. Souvent, il y a beaucoup de choses qui sont quand même réalisées, mais pouvoir les identifier, les valoriser et informer les soignants, les familles, les médecins traitants de tout ce qui est déjà mis en place et de pouvoir avoir plus ce réflexe-là d'utilisation. Et pour rebondir juste sur ce que tu dis, Yann, la question de tout à l'heure, c'était est-ce qu'il y avait eu une diminution des traitements médicamenteux? L'avantage là d'avoir plus d'évaluation, c'est aussi de pouvoir évaluer l'impact des traitements non médicamenteux sur la douleur et de pouvoir pas forcément en première intention baisser les quantités de traitements médicamenteux, mais pouvoir observer l'efficacité des traitements non médicamenteux. Alors, est-ce que dans votre protocole, vous avez précisé aussi, pour une fois qu'on a soulagé le patient, qu'il a un traitement antalgique médicamenteux, évaluation de douleur 0, quand est-ce qu'on arrête le médicament ? Est-ce que c'est prévu dans le protocole ou pas, une évaluation pour faire des fenêtres thérapeutiques La durée du traitement. Ce qui est prévu dans le protocole, c'est la réévaluation et la transmission en fait aux médecins prescripteurs surtout. Après, c'est le lien avec le médecin traitant. Tout à fait. Non, l'idée, c'est bien de réévaluer aussi la mise en place du traitement, bien sûr. C'est ça a été bien informé au niveau des équipes. Donc, il y a un aspect réévaluation dans le protocole. Et effectivement, pour éviter ce thérapeutique qui arrive de manière régulière et continue, de réévaluer et de planifier du coup la réévaluation aussi dans le plan de soins du résident. Ah oui, bien sûr. Je pense que c'est la fenêtre thérapeutique dont on parle là. Ah ouais, bien sûr. D'où le lien avec le médecin traitant et qui est parfois difficile à instaurer. Sur la réévaluation des traitements de la personne âgée et qui prennent le temps justement de réévaluer l'ensemble, comme on disait, de la prescription. Tu peux en parler. J'ai deux choses pour communiquer avec les médecins traitants. C'est que déjà, moi, ils ont leur propre bureau, etc. Bon, je peux le faire. Ils ont tout un emplacement, en fait, où je peux mettre des feuilles de transmission dans chaque banette des médecins. Ils ont des livrets thérapeutiques, notamment j'avais le livret des soins palliatifs à disposition, etc. Et je sais qu'avec un médecin traitant, moi, je prépare en amont ces consultes parce que je sais qu'il vient tel jour, enfin, il vient tous les jeudis, tous les 15 jours, pour être précise. Et moi, en amont, en fait, je prépare ça. Je prépare tout ce qui est évaluation pour une personne diabétique, etc. Et je mets ces évaluations de douleur si ils ont des morphiniques ou même des antalgiques, etc. Si on avait une notion de douleur. Donc, je pense que ça serait bien aussi que je leur ajoute, même pour ceux qui n'ont pas de traitement, qu'ils sachent aussi que peut-être on met des choses en place non médicamenteuses qui soulagent peut-être sa douleur. Moi, c'est ce que je fais. Je tiens un petit classeur et lui, il a toutes les réévaluations, en fait, diabète, EVA, poids ou je ne sais quoi, dans ce petit classeur-là quand il vient en consultation. Oui, comme disait Yann, on ne l'a pas forcément fait parce que ce n'était pas dans les axes prioritaires de l'établissement que l'établissement avait identifié, mais dans d'autres établissements au niveau de la douleur, il y a un groupe de travail qui est fait pour identifier les approches non médicamenteuses contre la douleur que l'établissement utilise. Qu'il a à disposition, et il y a un listing qui est fait et diffusé pour permettre à la fois aux familles de savoir ce qui peut être mis en place au niveau de leurs proches et utilisé auprès de leurs proches, aux résidents aussi de savoir qu'est-ce qui est à disposition de l'établissement à part les médicaments pour être utilisés contre leur douleur, mais aussi au niveau des médecins traitants et des libéraux en général sur quelles sont les ressources internes de l'établissement, propres à l'établissement, et sur qui ils peuvent s'appuyer, des personnes ressources sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour utiliser des approches non médicamenteuses contre la douleur. C'est ça, et malheureusement, il n'y a pas que la douleur, donc avoir une communication efficace, rapide, avec un bon outil, ça reste encore à creuser.
pour l'administration des thérapeutiques morphiniques la nuit, j'avais compris qu'il n'y avait pas d'infirmière la nuit. Est-ce que les aides-soignantes ont la possibilité d'administrer les actiskénants en interdose? Oui, c'est préparé par les infirmières en fait, et du coup ils ont ils peuvent les administrer. Du coup, il y a une évaluation qui est faite avant par les soignants. Oui, de plus en plus, c'est pas encore systématique, mais effectivement, oui, on tend vers ça. Et ils ont des fiches à remplir de distribution ou non de traitement. Ouais. D'accord, merci. Nous, on a eu de la chance l'année dernière sur notre commission gériatrique. On a eu beaucoup de médecins présents, mais on avait aussi invité l'HAD, le MSP, la Psychogé. Ouais. On avait invité beaucoup de monde et ça nous a permis d'avoir pas mal de médecins traitants. Je crois quasiment les 3/4 des médecins traitants qui étaient présents. Ah oui, d'accord. Du fait d'inviter les partenaires. On avait un bon médecin co, ça doit être pour ça. Bravo. Effectivement, nous on a déjà participé à des commissions gériatriques où il y a plusieurs partenaires et des réunions de présentation et ça permet d'avoir plus de monde. On a aussi vu sur des plus petits EHPAD des commissions gériatriques mutualisées où finalement les médecins traitants sont les mêmes entre l'EHPAD de voisins et du coup ils font des commissions gériatriques mutualisées pour essayer de favoriser l'intervention et la présence des médecins. C'est une bonne idée, ouais. Non, ça peut être une bonne idée parce que c'est vrai qu'il n'y a pas personne. Tout à fait, effectivement, tout à fait. Toutes les partenaires qui existent, notamment l'ESPREV, les équipes mobiles de soins PAL, leur organisation et leurs possibilités. Et à nous aussi de les informer lors de ces commissions gériatriques de nos missions et de nos possibilités. Alors, sur l'information des médecins traitants, vous avez raison, hein, c'est toujours compliqué. Il faut un peu trouver la solution dans son territoire parfois. Mais il y a quand même quelque chose qui peut aider. Je les ai vus tout à l'heure, mais je ne sais pas s'ils sont là, qui est l'URPS Médecins Libéraux, qui a travaillé avec nous au moment de la crise sur un kit d'accompagnement, les fameux kits, comme on disait tout à l'heure, d'accompagnement des médecins traitants en EHPAD, que ce soit pour la fonction de médecin traitant comme pour la fonction du libéral qui vient en tant que coordonnateur, que médecin coordonnateur. Et dans ce kit, vous pourriez très bien, au titre de la coordination régionale, leur proposer que des choses soient rajoutées. Mais vous pouvez aussi très bien les contacter l'URPS pour qu'ils mettent à disposition sur leur site. Voilà, après, il ne faut pas les noyer dans tout, mais voilà, s'il y a des messages clés, s'il y a un ou deux outils, je pense que ça peut être une manière aussi. Et je sais que voilà, l'URPS le fera volontiers, je pense, parce qu'ils sont là aussi pour favoriser ce lien. Et après, ce kit des médecins libéraux qui interviennent en EHPAD, normalement, vous pouvez interroger vos EHPAD pour savoir est-ce que vous le connaissez? Parce que je pense qu'il y a encore beaucoup d'EHPAD qui ne le connaissent pas ou qui l'ont eu à un moment donné, mais il y a un turnover, donc ils ont perdu. Et l'idée de ce kit, c'était de l'adapter à son EHPAD, d'y mettre un certain nombre d'éléments. Donc vous pouvez très bien vous-même le reproduire ensuite et puis y mettre, dans votre EHPAD, vous avez travaillé la douleur, peut-être que c'est l'occasion de mettre les éléments là à destination des médecins. Et du coup, voilà, je retiens l'idée de, je ne sais plus qui disait, il y a une petite pièce pour les médecins traitants quand ils viennent, voilà, de peut-être mettre en évidence le fait qu'il y a ce kit et qu'ils peuvent aussi, voilà. Après, chacun a le temps qu'il a aussi, hein, c'est pas toujours évident, mais je pense qu'à force de les cerner, on arrive jusqu'à eux. Merci, ça ouvre des pistes. Et effectivement, aussi sur l'utilisation du logiciel informatisé, on sait que du TPI, où il y a parfois des difficultés aussi. Bonjour, c'est pas une question. Effectivement, je suis docteur Damy, je suis partie de l'un des tuteurs des médecins coordonnateurs avec l'URPS. Donc, effectivement, il y a un kit pour les médecins libéraux, il y a aussi le tutorat pour les médecins coordonnateurs qui est nouvellement recruté. Moi, je travaille différemment avec les médecins traitants au niveau de la douleur ou n'importe quel protocole. Par rapport à la commission de coordination gériatrique, bien sûr, mais bien sûr, tous les médecins co savent qu'on n'a pas un grand succès. On a 3 ou 4 médecins libéraux qui viennent. On a travaillé beaucoup par mail, donc on a un listing de mails. Après, moi, en tant que médecin coordonnateur, j'ai interrogé tous les médecins traitants, parce que moi, j'en ai 28.
Du coup, j'ai bloqué une demi-journée tous les 3 mois. Je vais les voir. Donc, je sors. Il y a 3 maisons médicales. J'ai de la chance qu'ils sont regroupés. Donc, je vais les voir une fois tous les 3 mois, leur représenter les nouveautés, ce qui se sont passées dans les 3 mois. Parce que le mail, certes, on l'envoie, mais on envoie un secrétariat de maison médicale. Parfois, comme vous dites, ils sont noyés avec des mails. Donc, du coup, l'essentiel, c'est d'aller à l'essentiel. Ne pas présenter tout le protocole, présenter vraiment les grandes idées et de leur dire, bah voilà, même s'ils sont réticents au début, mais vous essayez de faire ce rituel, de bloquer une demi-journée ou même 1 heure ou 2 heures tous les 3 mois. Ça dure 15-20 minutes. Ils sont contents de vous voir en tant que médecin co, parce qu'il y a des médecins traitants aussi qui passent et qui ne savent même pas où est le médecin co. Ils ne savent pas l'interlocuteur. Bah, ils sont contents de voir des têtes, de discuter avec eux. Et après, bah, ils remontent aussi des difficultés qu'ils rencontrent. Par exemple, un badge pour entrer en salle de soins, passer leur temps à chercher une infirmière. Donc, il n'y a pas que la douleur, mais en fait, on présente tout ce qui s'est passé au sein de l'EHPAD pendant les 3 derniers mois. Voilà. Ça donne, on prend toutes les pistes. Merci à tous pour votre attention. Merci pour vos partages. Et je vous invite du coup au prochain atelier où la salle se situe sur votre petit billet d'inscription. Merci à tous.